Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible qu'ils aient arrêté tout ça. Aucun gouvernement au monde n'arrêtera un chantier de cette dimension. Ne les crois pas. » Quand j'aurai des enfants, je leur raconterai tout ce que j'ai vécu, toutes les émotions que j'ai eues à l'époque, tout ce qui a fait changer les mentalités. Car nous avons participé à un bouleversement des mentalités dans tout le pays. Il est possible pour un groupe, pour des personnes unies autour d'un intérêt commun, de lutter pour une cause, de lutter contre un empire. A 24 de novembro de 1994, a RTP mostrou pela primeira vez e em exclusivo as gravuras rupestres de Foz Coa. Já então, o autor da descoberta, o arqueólogo Nelson Rebanda, realçava a importância do achado. C'est incommensurable. Cela ouvre de grandes perspectives dans le champ de l'étude de l'art rupestre. E a este achado sucederam-se outros e também a polémica. É que no local das descobertas estava já em construção uma barragem que, uma vez em funcionamento, iria submergi-los. Logo se extremaram posições. De um lado os arqueólogos, do outro os engenheiros da EDP. Au début des années 90, dans le nord du Portugal, non loin des vignobles du célèbre Porto, la petite vallée du Coa est le théâtre d'une âpre confrontation qui soulève les passions et ouvre dans l'âme portugaise des plaies difficiles à refermer. Durant plus de 2 ans, les partisans de la culture vont s'opposer aux tenants de la raison économique, les amoureux du patrimoine aux promoteurs du progrès technique. Nous avons retrouvé les acteurs de cette version moderne de David contre Goliath. Ils nous ont raconté leur histoire, celle d'une lutte emblématique au cœur de l'Europe de la fin du XXe siècle. Quand on était petit, on allait chercher les nids des oiseaux. On allait se balader et nager dans la rivière Coa. Mais je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des gravures dessinées sur les roches. Durant les années 1980, nous avions reçu des rapports concernant ce qui semblait être des gravures paléolithiques à l'air libre. C'était une grande surprise pour nous. Mais les figures étaient assez petites, 1 ou 2 ici ou là. Le site de Coa paraissait très différent. Il semblait y avoir de très nombreuses gravures réparties sur une très grande étendue. C'était donc une découverte enthousiasmante. Il était probable que la vallée du Coa prouve finalement à tout le monde, et même aux spécialistes les plus sceptiques, que l'art paléolithique à l'air libre avait existé et qu'il pouvait se conserver dans des circonstances exceptionnelles. La découverte des gravures de Coa s'annonce comme une révolution scientifique. Les archéologues s'enthousiasment pour le site, mais alors même que les plus grands spécialistes commencent à l'étudier, ils prennent, hélas, conscience qu'un sérieux problème se pose. Vai ser a maior barragem portuguesa e dos maiores aproveitamentos hidroelétricos do país. A barragem de Foz Coa
terá uma altura de 136 metros e uma albufeira com mais de 18 quilómetros. Le barrage du Coa est la clé de voûte d'un vaste projet hydraulique permettant au Portugal de renforcer son autonomie énergétique. Le pays vient d'entrer dans l'Europe. Et pour les pays du Sud admis dans ce cercle privilégié, les grands travaux sont une sorte de passage obligé, l'apanage des nouveaux membres. Le site produira en électricité un rendement équivalent à 12 millions de contos par an. C'est-à-dire que durant une année de consommation électrique moyenne, nous éviterons une importation d'énergie équivalente à cette valeur. La population a accueilli cette nouvelle et a vécu le début de la construction du barrage avec un grand enthousiasme, une grande euphorie. Car c'était un projet qui allait durer 5 ou 6 ans, qui allait dynamiser le commerce et provoquer l'arrivée d'environ 1 millier de travailleurs, entre 800 et 1000. Ils allaient d'une manière directe ou indirecte s'installer le temps de la construction. Le commerce local et la population en général étaient très enthousiastes. Le chantier démarre alors même que l'étude d'impact environnemental est encore en cours. Le découvreur des gravures, Nelson Rebanda, informe bien sa hiérarchie de leur existence, mais l'IPAR, l'Institut du patrimoine archéologique portugais, s'enferme dans un profond mutisme et retarde étrangement l'annonce de la découverte pendant plusieurs mois. À l'automne 1994, à l'occasion d'un abaissement des eaux dû aux travaux sur le barrage, de nouvelles gravures sont découvertes. Cette fois, d'autres archéologues interviennent, portent l'affaire dans les médias et le scandale éclate. J'ai écrit la lettre, je l'ai lue à mon collègue de Porto, João Pedro Ribeiro. Il m'a donné son accord, l'a signé et on l'a envoyé. 2 jours après, la lettre était publiée dans le journal Público. C'était une lettre où l'on expliquait « L'IPAR ne dit pas la vérité. Il y a là un problème sérieux. Nous ne connaissons pas assez la dimension du problème. Cela doit être analysé, il faut faire une enquête, une étude ouverte avec la participation de la profession, et non pas maintenir une sorte de secret qui donne l'impression que le but des opérations est d'attendre que le patrimoine ne soit plus accessible pour révéler son existence. » L'article crée une véritable onde de choc. Il suscite une vague de protestation qui naît dans les universités, puis gagne l'ensemble de la société portugaise. L'IPAR est accusé de manipulation au profit de l'EDP, l'électricité du Portugal. Les étudiants demandent des comptes, manifestent et font le siège de l'Institut du patrimoine à Porto. A ideia era fazer uma invasão pacífica das instalações, mas limitaram-se a entregar texto onde dizem que o IPAR não tem que compreender as razões da EDP, tem que defender o nosso património. Não estou diretamente. Je n'ai pas de responsabilité directe quant à cette question. Je transmettrai vos revendications. Une personne responsable serait-elle en mesure de nous répondre? Non, essayez à Lisbonne. Respostas que não os espantaram. Como não podiam mostrar as gravuras, apresentaram teatro de fantoches com a história da patrimónia, que ficou sozinha enquanto o IPAR dormia e foi atacada. Quem é que será isto? Não me digas que é outra vez o diabo da EDP! Oh não, vou mandar fugir! La première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer une lettre au président du Portugal pour lui faire part de mon avis, lui expliquer pourquoi il s'agissait d'un site vraiment important qu'il fallait tenter de préserver. Par hasard, j'avais un ami journaliste au Sunday Times, qui est le journal du dimanche le plus important en Angleterre. Je l'ai contacté et je lui ai expliqué ma position, à savoir qu'il s'agissait d'un scandale d'importance internationale. On allait détruire une œuvre extraordinaire. Nous avons donc écrit un article qui a été publié en décembre 1994. Cet article dans le Sunday Times a eu beaucoup d'impact. Le jour suivant, on en discutait au Parlement, à la radio, à la télévision. Le fait qu'un article soit paru en Angleterre a provoqué un grand malaise au Portugal.
Une fois la nouvelle publiée dans le Sunday Times, d'autres journaux ont suivi. L'International Herald Tribune, le New York Times, plus tard le Time Magazine, et même certains journaux en France et ailleurs ont relayé la nouvelle. Il y a eu un effet boule de neige qui a donné rapidement à cette affaire une dimension internationale. La mécanique s'enclenche au-delà des espérances. La soudaine intrusion de la presse internationale dans les affaires du pays impose le COA dans l'actualité et oblige le Premier ministre à réagir. Quelle est l'opinion du Premier ministre sur l'article du Times paru ce week-end, qualifiant le Portugal de pays du tiers-monde en raison de la manière dont nous sommes en train de traiter Foscoa? Je n'ai pas eu connaissance de cet article. Je ne peux donc pas le commenter. Nous pourrions peut-être convier ce journaliste à venir au Portugal pour qu'il se rende compte que le Portugal n'est pas plus un pays du tiers-monde que ne peut l'être parfois son propre pays. Il est facile de lancer ce type d'affirmation non fondée et manquant parfois de bon sens. Mais nous avons aussi des raisons de croire que certains de ces articles parus à l'étranger ont été commandités depuis le Portugal. J'espère au moins qu'ils payent de bonnes royalties. Dans la région de Foscoa, d'ordinaire coupée de l'agitation du monde moderne, le retentissement de l'affaire des gravures prend tout le monde de court. Je me rappelle très bien le jour où j'ai appris la nouvelle. J'étais à la maison, je revenais de l'école et ma mère m'a dit « Aux informations, ils ont annoncé qu'on avait découvert de l'art rupestre à Foscoa ». Je lui ai dit « Mais comment est-il possible que personne n'ait jamais été au courant ?» Foscoa était très peu connu. Moi, j'étais en Angleterre. Je vivais à Londres quand j'ai entendu parler de la découverte des gravures pour la première fois. Et soudain, des gravures à Foscoa. Une fois la découverte rendue publique, un peu partout le long du Coa, des habitants se mettent en quête des gravures oubliées. Une véritable fièvre du passé s'empare d'une partie de la région. J'étais en train de filmer des roches et mon fils me disait « Papa, ici, regarde encore une. Et regarde par là, il y en a encore. » C'était une grande joie. Nous étions très heureux, comme vous pouvez l'imaginer. C'est mon fils Daniel et un ami journaliste. Ils sont en train de creuser parce qu'on ne pouvait en voir qu'une partie. Tout le reste était enterré. Donc ils sont en train de dégager cette roche qu'on appelle maintenant la spaghetti. La roche spaghetti. De leur côté, les archéologues se relaient pour effectuer un relevé des gravures le plus complet possible. Mais comment en venir à bout? Elles sont innombrables. Et tous travaillent avec à l'esprit la crainte que leur découverte ne disparaisse brusquement sous les eaux du barrage. Une révolution à peine esquissée et déjà confisquée? La découverte de l'art du Coa a été effectivement une révolution dans le monde des spécialistes de l'art paléolithique, dans la mesure où on a eu là la preuve définitive de l'existence d'un art rupestre à l'air libre, d'un art rupestre paléolithique à l'air libre. Après avoir vu plusieurs sites de cet art du Coa, nous avons tout de suite pris en compte la dimension hors du commun de cette galerie d'art à l'air libre qui se développe sur plus de 17 km de vallée. C'est vraiment plus facile de le voir et de le comprendre pendant la nuit. Là, on
On a une belle chèvre, hein. Mais ceci, il est vraiment détruit. On a la queue d'une chèvre, faite en 3 lignes. Alors là, descendre, patte en arrière. Une fracture s'ouvre alors dans la population. Fascination d'un côté, de l'autre la tentation du déni, avec surtout l'angoisse que des graffitis fassent rater un tournant économique décisif à la région. J'y suis déjà allé, moi, une fois là-bas, et il n'y avait rien du tout. J'y suis allé et je n'ai rien vu. Ces gravures, ça ne vaut rien. Vous êtes donc contre l'arrêt du chantier? Oui, et je vous dis une chose, si tout le monde était comme moi, on irait tous là-bas crier ensemble que nous voulons le barrage. On va se retrouver sans barrage, sans eau, et c'est pas tout. Moi, je vis grâce au barrage, pas grâce aux habitants de Foscoa. Je me souviens d'une réunion à Foscoa. Il y avait des débats parfois presque violents entre les deux camps, et il était impossible de ne pas compatir avec certaines personnes. Je me souviens d'un garçon qui disait « Je dois me marier dans quelques mois, et si le barrage n'est pas construit, je perds mon salaire et je ne peux plus me marier. » Il était très difficile pour nous d'expliquer quel était l'intérêt à long terme. La construction d'un barrage comme celui de Foscoa implique qu'au terme de sa période d'activité, le fond de la vallée se retrouve pollué par des milliers et des milliers de mètres cubes de sédiments que personne ne pourra plus retirer. Il n'y a pas besoin d'être technicien ou ingénieur pour voir que le barrage est rentable. Je ne veux pas dire qu'il ne faille pas préserver les gravures. C'est un patrimoine important, mais il faut y penser à 2 fois. Vous voulez à la fois le barrage et les gravures? C'est bien ça? Mais c'est impossible, mes chers amis. C'est impossible. Impossible. Pièce maîtresse du développement local, la construction du barrage éveille des appétits, des attentes, des envies nouvelles. On se prend à rêver de confort, de progrès, de profit. Cette terre, qui il n'y a pas si longtemps n'intéressait personne, devient même un objet de spéculation financière. Et quelques traces laissées par de lointains ancêtres viendraient gâcher la fête? Avec la construction du barrage, beaucoup de gens ont vu la valeur de leur terrain exploser. L'EDP avait payé de grosses sommes d'argent pour ces terrains, bien plus que ce qu'ils valaient. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont révoltés contre le mouvement de défense des gravures parce que cela les empêchait de vendre leurs terrains. La région de Foscoa était jusqu'alors dédiée à l'agriculture traditionnelle et à la vigne. Ce rythme millénaire est inévitablement bousculé par les changements liés à la construction du barrage. C'est l'identité immuable de tout un monde qui est remise en question. À partir d'un certain moment, la confusion s'est installée et la population s'est trouvée un peu divisée. Il était prévu que le barrage apporte une certaine animation culturelle. On devait installer un pôle sportif autour de l'étendue d'eau qui allait être créé. On croyait qu'au niveau touristique, le barrage allait apporter de nombreux avantages, au-delà des revenus qu'il allait produire pour la municipalité, car la municipalité allait recevoir un pourcentage sur les recettes de la production d'énergie. La question s'est posée dans le cas du Coa d'une façon dramatique, qui est le développement ou la culture. Ce fut le drame initial, séparer les 2 choses. Le gouvernement, la population entière, les mairies, nous voulions tous le progrès. Et le progrès, précisément, faisait partie d'une série de mécanismes financiers, économiques, industriels, qui passaient par le barrage. Le barrage était le symbole du progrès. Insensible au débat qui enfle dans la population, le chantier du barrage avance bon train.
la puissante EDP, Électricité du Portugal, déploie son efficacité. À sa tête, un ingénieur pragmatique distille tranquillement ses arguments. L'évidente nécessité du barrage du Coa, véritable priorité nationale. La construction du barrage de Coa permettait un transfert d'eau entre les bassins, dits transvases, entre le nord et le sud. Il faut reconnaître que ce projet était risqué, mais c'était un risque assumé par tous ceux qui travaillaient sur le projet. Quelle somme a déjà été investie dans les travaux? Les travaux réalisés jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 15,7 millions de contos. Le poids d'une entreprise électrique très bien établie, monopolistique, verticalement intégrée, avec à l'époque quelques 30 000 employés, et qui réunit une grande partie de la technostructure nationale, est évidemment très grand. En d'autres mots, une entreprise qui détient le monopole du secteur électrique dans un pays, avec des syndicats très forts, a évidemment un énorme pouvoir de chantage sur le gouvernement. En 1995, le Portugal est en période de cohabitation. Pour EDP, comment ne pas être tenté d'exploiter la délicate situation institutionnelle du pays? Les conservateurs du PSD sont au pouvoir avec Aníbal Cavaco Silva, Premier ministre. Solidement installé à la présidence depuis 1986, le socialiste Mário Soares leur fait face. Les relations entre le président de la République et le Premier ministre ont toujours été des plus correctes, mais elles étaient politiquement tendues. Durant des mois et des mois, la question de Foz-Coa était présente en permanence lors des rencontres entre le président et le Premier ministre. D'un côté, le président voulait avoir le maximum d'informations. De l'autre, le Premier ministre faisait tout pour accélérer le projet de façon à ce qu'on ne puisse plus revenir dessus. Les archéologues ont joué un rôle décisif en expliquant leur motivation au président de la République, en le convainquant de l'importance de leur lutte et de l'irréversibilité de la destruction d'un tel patrimoine. J'ai décidé d'y aller et j'ai fait une visite officielle dans la vallée du Coa. J'ai fait une visite en bateau et quand je suis arrivé aux dernières gravures qui sont aujourd'hui les moins accessibles, j'ai compris qu'il s'agissait réellement de gravures d'une extrême importance. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la pédagogie sur le sujet. J'ai commencé à m'adresser au pays pour l'informer, expliquer qu'il fallait bien prendre les choses en compte avant de décider de détruire ce trésor historique. Uma visita in loco, a única maneira de presidente sentir a importância das gravuras no Foz-Coa. Eu tenho a certeza que isso foi feito no século, não sei que há 20 mil anos antes de Cristo. Como é que tem essa certeza? Vocês arranjaram bom slogan, que é as gravuras não sabem nadar, e realmente não sabem. Agora, isto é problema que tem alguma complexidade, visto que há obras feitas, há obras em curso. Por um lado, há uma barragem onde foi investido já bastante dinheiro. Por outro lado, há as gravuras rupestres que têm que ser preservadas. Mário Soares est accompagné dans sa visite par le secrétaire d'État à la culture du gouvernement de cohabitation. Pour relativiser la valeur des gravures, celui-ci avait affirmé à plusieurs reprises qu'elles auraient tout aussi bien pu être réalisées par des enfants, lesquels profitent de sa venue pour lui rappeler ses propos et ne résistent pas au plaisir de se payer sa tête. Não pesca de história, não
Gostamos de uma lição. E tem o livro do Patinhas com uma escultura. Já foi entregue uma pedra desenhada que eu gostaria que mostrasse. Foi esta pedra. Que é para haver uma distinção entre as das crianças. Consegue agora distinguir as gravuras verdadeiras gravuras rupestres feitas por crianças. Obrigado. Vocês têm que reconhecer que o seu secretário de Estado tem muito esportivismo. E isto é muito simpático. E pouca cultura. La visite du président marque un tournant. Elle enflamme littéralement la jeunesse de tout le pays. Près de 100 000 signatures pour la défense des gravures sont collectées en quelques semaines dans les écoles et les universités. Quand nous sommes enfants, les luttes qui nous occupent ne remportent pas l'adhésion des adultes, ni celle de nos parents. Et là, pour la première fois, nous sentions qu'il y avait des adultes qui disaient « Vous faites ce que nous n'aurions même pas le courage de faire ». Nous étions souvent menacés par les gens qui défendaient le barrage. Ils nous disaient de ne pas continuer, de ne pas lutter, de nous taire, de rentrer à la maison, car nous étions très jeunes. Et tous ces gens qui sont venus visiter Foskoa nous donnaient de la force pour avancer, pour lutter, pour sourire et marcher tranquillement dans les rues. Ils nous donnaient confiance en nous. J'ai justement à mes côtés un des représentants des étudiants, un des pères, si l'on peut dire, de ce mouvement. Mouvement qui mobilise déjà des milliers de personnes et de lycéens, non seulement de Foskoa, mais aussi d'autres régions. Quand et comment ce mouvement est-il né ? Quand ? Le mouvement a débuté bien avant que l'on sache que le président allait venir ici. Ce n'était pas cela le motif de notre lutte, mais les gravures. Ce sont elles qui sont au centre de cette manifestation. C'est une armée d'enfants qui a permis que les choses aillent de l'avant. Impressionnant. Je n'avais jamais vu, et je n'ai jamais revu depuis, un mouvement comme celui-ci, impliquant des enfants, mouvement totalement détaché de toute orientation partisane, totalement détaché de toute autre question extérieure à la préservation des gravures. Le slogan « Les gravures ne savent pas nager » a circulé dans l'univers des enfants et des jeunes comme une bannière qui a mobilisé tout le pays, du nord au sud. Vila Nova de Foskoa parou para mais uma vez se centrar nas polémicas gravuras do Paleolítico. E na vila, a questão quase se transformou num conflito de gerações. Os agitadores que vieram aí, pá. Os agitadores que vieram aí, pá. Nem sequer sabem o que isto é, pá. É que deviam estar, andar lá, pá, não era aqui, a agitar as crianças, pá. A agitar as crianças, pá. Até se trazem da merda para dizer que não querem a barragem. Mas quem é que não quer a barragem? Queremos a barragem, queremos as gravuras, pá. Vocês escutem. A barragem não vai dar água aqui para a área. Não vai produzir. Calma. A barragem vai produzir. A barragem quê? A barragem quê? A barragem apenas vai dar energia para outros países. Portugal recebe energia para cá. Portugal não recebe. Se não fossem as gravuras paleolíticas em Foskoa, a Foskoa não era ouvida falar em todo o mundo, que até foi notícia primeira página no estrangeiro. Os estudantes da secundária foram à procura do presidente da Câmara, mas ficaram à porta. Onde há muitos estudantes e jovens, só a alegria, portanto. Il y avait beaucoup d'étudiants et de jeunes dont la joie était enthousiasmante. Mais d'un autre côté, j'avais le retour des autres générations qui disaient « Ah, les jeunes sont enthousiastes, ils sont pleins d'espoir, mais qui est-ce qui doit les entretenir ? C'est nous qui devons les faire vivre et garder la tête froide pour savoir ce qui est le mieux pour nous et pour eux. » Somos de Foskoa! Somos de Foskoa! E só queremos gravuras! E só queremos gravuras! Digamos à barragem não! Digamos à barragem não! E sim a todas as gravuras! E sim a todas as gravuras! Le mouvement de défense des gravures est un assemblage hétéroclite dans lequel se côtoient des gens venus d'horizons politiques très divers, des jeunes écologistes radicaux aux conservateurs amoureux du patrimoine, en passant par les militants de la gauche traditionnelle. Ils ne cessent de gagner en puissance
et prend des formes originales. Campement géant de jeunes à Foscoa venus des 4 coins du pays, ou bien sit-in de grévistes de la faim installés devant le célèbre monastère des Jerónimos à Lisbonne. 24 horas de greves de fome. A os defensores das gravuras rupestres de Foscoa vão aguentar o protesto durante meses, mesmo ali em frente ao Mosteiro de Jerónimos. Assim como quem diz, afogar as gravuras do Paleolítico é o mesmo do que destruir os Jerónimos para construir uma autoestrada. Mais comment un tel courant de contestation a-t-il pu se former, forcir, s'installer dans la durée? Difficile à imaginer ailleurs en Europe, sans doute puise-t-il sa source dans la révolution des œillets du 25 avril 1974, quand, en une journée, le peuple portugais avait mis fin quasiment sans violence à 48 ans de dictature. Le vent de révolte autour du COA se nourrit du souffle de cette jeune démocratie. Si l'histoire de Foscoa a pu se produire au Portugal, c'est parce qu'il y avait eu le 25 avril avant, c'est évident. Il y avait notamment la renaissance de la puissance donnée aux opinions des autres. Ce n'était plus seulement le pouvoir de la parole, le pouvoir des discours du ministre. Ce n'était plus seulement l'autorité qui décidait. C'était autre chose. Il y avait les communautés scientifiques, les communautés locales. Il y avait d'autres forces qui réussissaient à imposer leur volonté. Ce fut la chose fondamentale. Si le 25 avril n'avait pas eu lieu, l'histoire de Foscoa serait parfaitement impensable. Sur place, à Foscoa, les positions se radicalisent, à tel point qu'à partir d'avril 1995, certains cèdent à la violence. L'ambiance est devenue très lourde. Je peux vous dire que nous en sommes arrivés à voir exploser des bombes. Peu de gens le savent. Des bombes ont explosé à Foscoa. Des explosions d'intimidation, des menaces fortes. Mais les défenseurs des gravures et de la vallée ne se sont jamais laissés intimider. Cortam-lhe o passo neste vale encantado para afogarem o homem de há milhares de anos. A EDP não tem outra solução que abandonar o cimento e o betão. Rien ne semble pouvoir freiner les travaux. EDP joue la montre et cherche à gagner la bataille de l'opinion. La stratégie? Rendre compatibles par tous les moyens barrages et gravures. Inspiré par l'exemple du barrage d'Assouan en Égypte, l'EDP propose des solutions techniques toujours plus audacieuses. Les gens voulaient essayer de sauver les deux choses. Sauver les gravures et sauver le barrage. C'est à ce moment-là qu'ont surgi les idées les plus folles, comme creuser des trous, couper dans la roche. Foi sucesso a experiência efetuada esta tarde em Foscoa. 2 engenheiros suecos conseguiram remover sem danificar uma rocha semelhante àquelas onde estão inscritas as gravuras paleolíticas. A experiência foi feita numa rocha de 1,5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 6 toneladas de peso. Os xistos foram unidos com barras de aço e consolidados através da injeção de cimento e cola. Depois foram cortados com fio de diamante. O êxito desta operação vem dar à EDP mais um argumento na defesa da conclusão da barragem de Foscoa. J'ai défendu l'idée que les roches pouvaient être découpées et déplacées comme ils l'ont fait à Assouan. Les déplacer vers un lieu sûr avec une muséologie. Il était possible de faire une protection sur place des gravures qu'on ne pouvait déplacer et de les faire visiter sous l'eau. Tout comme j'ai défendu l'idée d'une muséification de toute la vallée avec un musée à l'air libre.
Dans le cas du Coa, ce n'étaient pas les gravures qui en elles-mêmes avaient une signification, mais le lieu où elles avaient été faites. Parce que cet art était une monumentalisation du paysage. Ce qui conférait une valeur unique et extraordinaire au Coa, c'était précisément le fait que ces paysages soient préservés sur un grand périmètre. C'est un cas unique dans le monde, d'un territoire de 200 km², monumentalisé à une époque paléolithique et qui existe encore 20 000 à 30 000 ans après. Et pourquoi les gravures se trouvent-elles à cet endroit-là? Pourquoi, à votre avis? Parce que nos pauvres ancêtres étaient fous? Il faut comprendre qu'à cette époque, toute la région était recouverte de neige. Nous étions à la période glaciaire et cet endroit était une zone de protection. Une vallée chaude, un lieu où il y avait de la végétation, où les animaux se regroupaient. C'était un authentique sanctuaire. Ce trésor exceptionnel ne s'explique que par l'existence de ce sanctuaire. Mais bien loin de la vallée et de son calme désertique, les élections législatives d'octobre 1995 se préparent. La controverse du Coa s'invite dans la campagne et devient un enjeu électoral incontournable. Le Parti socialiste et son candidat s'en emparent. O líder socialista viu as gravuras com 20 000 anos de idade e, no final, disse que se fosse governo, já teria suspendido as obras da barragem. Ma crainte est d'arriver trop tard. Ma crainte, ce sont les faits déjà consommés. Pour cette raison, j'ai eu l'occasion de dire que je pensais qu'il fallait suspendre le chantier et que nous devrions tous avoir l'humilité d'étudier le site sous tous les angles, culturel, économique et social. L'affaire du Coa est une affaire qui a débuté pratiquement un an avant les élections, et donc toute la société et toutes les forces politiques ont été obligées de se prononcer sur cette question du Coa. D'une certaine manière, elle a aidé à clarifier les choix des électeurs durant cette année. La question du Coa transcende tellement les partis traditionnels qu'elle est comme une arme à double tranchant pour qui la brandit dans une campagne électorale. Finalement, le Parti socialiste prend le risque de se déclarer fermement en faveur des gravures. Risque payant, puisqu'il remporte les élections et Guterres est nommé Premier ministre. Je tiens d'abord à remercier toutes les jeunes filles et les jeunes hommes qui ont été la force et l'âme de cette campagne. Il existe une controverse quant à la réelle valeur des gravures. Il est donc nécessaire que les institutions compétentes synthétisent les informations existantes. Et je lance dès maintenant un plan d'intervention pour l'étude archéologique de la vallée du Coa. Plan qui réalisera, en prenant le temps nécessaire, le recensement du patrimoine et déterminera avec certitude sa véritable valeur. Mais, pour ne laisser planer aucun doute, il convient de dire clairement que si la valeur exceptionnelle du site est confirmée par cette étude, alors le projet du barrage devra être définitivement abandonné. Le gouvernement tient ses engagements de campagne vis-à-vis du Coa. Les travaux sont arrêtés et une commission scientifique se met au travail. Ses conclusions ne font guère de doute. Elles devraient confirmer la nécessité d'abandonner totalement le projet de barrage. Sur place, si les défenseurs des gravures exultent, une autre partie de la population se sent, quant à elle, totalement désemparée. O deputado presidente diz que a suspensão das obras criou grande vazio, põe em risco muitos postos de trabalho e implica muitos custos, dúvidas e mais dúvidas. Nous avons entendu les archéologues dire que l'étude du site allait demander 10 ans.
La question légitime que se pose la population est la suivante. Allons-nous rester une décennie paralysés, à attendre, suspendus à cette indécision, à supporter tous ces coups directs et indirects? E mal terminou a conferência de imprensa, começou uma manifestação espontânea contra a comunicação social, os estudantes e todos os defensores das gravuras. A barragem dá-nos água e as gravuras nos dão. Queremos barragem! Une partie de la population locale se sent lâchée par ces élites. Elle a la conviction d'être de nouveau abandonnée, méprisée par une intelligentsia urbaine qui vient casser la logique du développement, sous prétexte de culture. Pourtant, symboliquement et pour la première fois dans l'histoire du Portugal, le gouvernement décide d'organiser un conseil des ministres délocalisé dans la ville de Foscoa, sans mesurer tout à fait l'ampleur de l'inquiétude et de l'amertume que l'affaire suscite. Mais interpellés violemment, les ministres de passage n'échappent pas longtemps à la colère des manifestants. Les esprits s'échauffent et les insultes pleuvent sur les scientifiques présents dans la délégation. L'archéologue João Zilhao, engagé de la première heure contre le barrage, fait figure de parfait bouc émissaire. Temos já que comer os nossos filhos, está a perceber? Nunca! Tem! O Sr. João Zilhão, pá! Podem salvar vocês nunca têm! Tem que salvar as Agora vocês vêm para cá 4 estiverem a tirar emprego quanto? 2000! Nunca! Les journalistes, accusés de partialité en faveur des gravures, sont aussi pris à partie. Parmi les manifestants, des ouvriers du barrage et leurs familles tentent de faire entendre leur désespoir. O meu marido desempregado está já quase há 3 meses sem ganhar noção e eu a pagar 25 contos de casa com 6 filhos, o que é que eu vou comer? Vou comer das pedras? Se não houver trabalho não há nada. Sem as pessoas não se faz rigorosamente. Sans les gens ou contre eux, on ne fait absolument rien. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Ce fut l'erreur stratégique ou politique des gens venus de Lisbonne ou ceux qui venaient des instituts, les professeurs, les penseurs, les poètes. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils pensaient qu'ils pouvaient arriver ici et imposer leur volonté, que ce qu'ils dictaient était la bonne voie à suivre, ce que eux disaient. Quand les populations ne sont pas elles-mêmes engagées, comme c'était le cas dans la région, quand les apôtres ne sont pas convaincus, le message ne passe pas. Si plusieurs commissions étaient déjà intervenues, notamment sous l'égide de l'UNESCO, et avaient toutes donné un avis favorable à la conservation des gravures, c'est de cette ultime mission de 6 experts internationaux que viendrait le verdict final. Lourde tâche pour les experts qui doivent statuer sans se laisser atteindre par les soubresauts de la vie locale. Ils ne nous ont pas demandé de quelle époque c'était. Ils voulaient juste savoir, est-ce vraiment important? Et nous nous sommes réunis tous les 6, bien sûr, nous savions déjà, mais nous sommes retournés sur les sites et nous avons élaboré un document qui affirme, oui, cet art est capital, il date du Paléolithique, nous en sommes certains, il est donc très, très important. Il y a tout le corps, donc oui, le corps et les jambes et les pieds aussi. L'anthropomorphe. Il a l'anthropomorphe. Tête indéterminée. Ce sont des étranges figures. Elles ne sont pas des animaux? Non. Elles ont un air anthropomorphique. Alors. Big ears, big eyes. L'évaluation faite par la commission internationale, appelée commission scientifique, cette validation a été acceptée par la société portugaise et par le gouvernement. Et le permis de construire de l'ouvrage en cours a été retiré. Cette fois, les jeux sont faits. Le silence retombe sur la vallée. Le barrage ne verra jamais le jour.
Seules les cicatrices laissées dans la roche par ses fondations diront que la bataille du Coa a bien eu lieu. Les protagonistes de la lutte n'en reviennent pas eux-mêmes. Nous avons tous été très surpris, nous étions ravis. Mais nous nous demandions, et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous avons gagné, mais on ne s'y attendait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'était pas vraiment prévu. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. En quelques mois, des financements sont débloqués, un parc archéologique est créé le long des 17 km de vallée. Les visiteurs peuvent se rendre sur place pour admirer les gravures dans leur contexte. Un centre d'études permet aux archéologues portugais de vivre et de travailler dans la région. Les visiteurs prestigieux affluent. En juin 1998, le président de l'UNESCO, accompagné par le roi d'Espagne, visite le site et annonce son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. La protection des gravures du Coa paraît définitivement assurée. C'est merveilleux d'avoir pu sauver les gravures sur leur site, dans leur contexte. Cela permet aux gens de les voir là où elles devaient être vues, avec leur niveau de visibilité, de comprendre aussi ce qu'on pouvait voir d'un site à l'autre. Tout cela est très important et c'est cela qui rapproche vraiment les gens de leurs ancêtres. Encore plus que dans les grottes, car dans les grottes ornées, il y a presque un environnement artificiel. Les gens n'ont pas l'habitude des grottes, c'est un peu comme visiter une galerie d'art préhistorique. Alors que visiter une très belle vallée sauvage au Portugal et voir toutes ces choses gravées autour de vous sur les rochers, à l'endroit même où elles ont été dessinées, pour être vues là, ça c'est une expérience totalement nouvelle. Et je crois que c'est une grande surprise pour la plupart des visiteurs. Le gouvernement rembourse à EDP plus de 100 millions d'euros correspondant au coût des travaux engagés. La culture a un prix que le gouvernement d'un petit pays d'Europe a finalement décidé de payer. Un luxe, diront certains, pour d'autres, un courage essentiel. Le temps a passé. En 2010, avec quelques années de retard sur le projet initial, là où le barrage devait fermer la vallée, le musée du Coa ouvre ses portes. Comme un symbole, il domine aujourd'hui les lieux d'une lutte rare, devenue exemplaire. C'était à la fois une lutte politique et une lutte scientifique. Et c'est ce qui fait que cette affaire du Coa est tout à fait exceptionnelle. Souvent, je me suis posé la question si le Coa avait été trouvé en France, que serait-il advenu? Et alors là, je suis beaucoup plus pessimiste. C'est une situation qui peut se produire dans d'autres pays. Elle se reproduira sans doute de plus en plus fréquemment, et en particulier, cela va de soi, dans les pays démocratiques. Si l'on prend l'exemple récent de la Chine et du barrage des Trois Gorges, un système dictatorial a d'autres arguments. Le marché est important, mais ce n'est pas une valeur suprême.
L'argent est important, mais ce n'est pas une valeur suprême. Les valeurs suprêmes sont de nature morale. Ce sont celles qui ont comme but les intérêts supérieurs de l'humanité. L'humanité, c'est nous tous, pauvres et riches, et pas seulement les riches. Nous étions des jeunes pour qui la vie était simple. Manger, dormir, aller à l'école, rentrer à la maison. Et Koa est venu complètement bouleverser notre vie. C'est une histoire que nous devons raconter encore et encore, de génération en génération, c'est sûr. Pour quelqu'un qui a participé au 25 avril, mis fin à 48 ans de dictature et en même temps au plus vieil empire colonial du monde, stopper la construction d'un barrage n'avait rien d'exceptionnel. Nous servirons d'exemple, je l'espère, pour des luttes futures. Nous avons montré aux gens que les plus petits pouvaient vaincre les grands pouvoirs économiques, industriels et politiques. Cela n'est pas fréquent dans l'histoire du monde, mais le Koa a montré que c'était possible. C'est là sa véritable importance.